Chers amis, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo ce soir avec Laurent. Et avec Laurent, on souhaite aborder un thème dans la continuité de nos dernières vidéos sur la chaîne et surtout aussi en lien avec l'actualité, à savoir la grève. Alors, Laurent, question habituelle, hein. Avant de commencer, hein, comme toujours, est-ce que tu peux nous expliquer ta motivation d'aborder ce thème ce soir de la grève et aussi de nous présenter par la même occasion le premier passage qu'on va lire, sachant que, comme on va le voir, Aragon va constituer le fil principal de cette vidéo. Exactement. On va s'appuyer sur Louis Aragon pour constituer toute la vidéo de ce soir. Et donc ma motivation, bah oui, comme tu disais, c'est pour coller à l'actualité, et juste pour rappeler un peu que en fait la grève, cette grève qui a eu lieu du coup durant cette année n'est pas la première qui est arrivée dans l'histoire de notre pays, et que derrière le mot grève, il y a une longue histoire. Et l'histoire d'une longue lutte. Et c'est aussi l'occasion aussi de rappeler que beaucoup de choses, beaucoup d'acquis sociaux qui nous apparaissent aujourd'hui comme des choses parfaitement naturelles, Qui tombent du ciel même. Voilà, c'est ça, elles ne tombent pas du ciel. Donc on voit bien que selon le contexte économique, selon le contexte politique, selon le contexte social, si la classe dirigeante peut reprendre la main, elle n'hésitera pas. Et actuellement, elle n'hésite pas. Parce que là, effectivement, on est plutôt face à des vents contraires. Et là, même malgré la lutte, malgré le haussement de ton des masses populaires, on voit qu'il n'y a aucune volonté de se plier à la volonté populaire. Donc, voilà, c'était l'occasion de voir à travers le roman d'Aragon qui, lui, traite de l'histoire de la France juste avant la Première Guerre mondiale, de voir qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu ce qui s'est aussi un peu passé il y a des décennies ou au début du siècle dernier, enfin voilà. L'histoire se répète. Voilà, donc il y a des choses, je pense, à puiser chez Aragon et dans toute notre histoire en général, pour essayer de comprendre aussi notre présent. Voilà, donc c'était l'occasion de faire un clin d'œil à travers Aragon, de faire un lien entre notre passé et puis ce qui se passe actuellement. Voilà. Très bien, Laurent. Et alors, comme vous allez le voir, hein, il y a 3 grandes parties pour cette vidéo. Oui, donc en fait, on repart sur les beaux quartiers, le roman d'Aragon. Et donc, on va quelque part suivre deux personnages, notamment, on va dire, il y a Armand Barbentane et Adrien Arnaud. Adrien Arnaud, dont on a déjà parlé, et Armand, c'est un personnage dont on n'a pas encore parlé, je crois. Donc voilà, on l'a cité, je crois. Peut-être on l'a cité rapidement, voilà. Mais Adrien, on commence à le connaître, et donc là, on va mieux le connaître encore ce soir. Et du coup, voilà, 3 parties. Et donc, la première partie, c'était le conflit social au sein de la chocolaterie Barel. Voilà. Donc, c'est un très bon exemple. On est dans un environnement concret. Chocolaterie. Une chocolaterie. On est dans un village au sud-est de la France. Ouais. Quelle période à peu près Donc juste avant la Première Guerre mondiale. Donc dans les années 1900-1910. Et donc on est dans ce petit village provincial et là il y a une chocolaterie et qui donc emploie beaucoup d'ouvriers et notamment une main-d'œuvre immigrée italienne. Donc c'est pour faire le lien aussi avec Carlotta. Et donc Carlotta, elle est dans ce petit village. D'accord. Tu vois, elle travaille pas dans la chocolaterie, mais elle fait partie de ces Italiens qui vivent près de ce village-là. Et du coup, une bonne partie de ces Italiens travaillent dans la chocolaterie. Et là, on vous invite à regarder la vidéo Carlotta. Effectivement, voilà. Il y a quelques temps. Ouais, où on a parlé de ce personnage féminin extraordinaire, fascinant. Génial. Donc, je vous conseille aussi la lecture, hein, bien sûr, du bouquin. Même avant tout la lecture. Bah oui, même, voilà, c'est plutôt la lecture même du bouquin qu'il faudrait d'abord envisager, quoi. Et donc on est dans ce petit village qui s'appelle Seriane. Donc c'est pas un vrai village, hein, c'est pas le nom d'un vrai village, mais c'est un nom qu'il a inventé. Mais il faut comprendre qu'on est dans la Provence, on est en Provence, donc un petit village. Et donc voilà, donc je disais qu'il y avait une main-d'œuvre immigrée, et donc cette main-d'œuvre, elle est italienne, notamment. Et bien sûr, comme on l'avait évoqué dans la vidéo sur Carlotta, cette main-d'œuvre immigrée, elle est dénigrée.
méprisé par tout le village, en gros, hein, par les locaux. Donc, on va commencer comme ça, on va introduire un petit peu quelque part l'ambiance qu'il y a un peu dans ce village et dans cette chocolaterie, avec déjà une petite phrase d'Aragon. Des Italiens qui travaillent à demi-prix et qui s'entassent n'importe comme dans des cabanes, parce que tout ce qui les intéresse, c'est de rapporter de l'argent dans leur pays, au Piémont, où ils n'arrivent pas à vivre. Donc là, c'est une petite phrase comme ça que balance le narrateur. Du coup, donc, qui montre bien que, voilà, et là, on voit que c'est l'opinion des gens, ils sont là juste pour nous prendre du pognon, en gros, et pour le envoyer dans leur pays, quoi. Et bien sûr, ils s'entassent. D'accord, tu veux dire que c'est ce qu'explique, enfin, ce que narre le narrateur, là, c'est un peu ce que pensent les gens. C'est l'opinion un petit peu qui court dans le village, quoi. Voilà, d'accord, l'opinion dominante. On voit bien les badauds qui se baladent comme ça et qui voient un Italien, qui croisent un Italien, ils disent, voilà, regardez-moi ces mecs là, tu vois. Bon. Alors maintenant, on va enchaîner avec un autre passage où là, donc, pourquoi ça s'appelle la chocolaterie Barel? Parce que le propriétaire de la chocolaterie s'appelle Barel. Et donc, Barel, c'est le patron, et puis il a son épouse, donc, qui est Madame Barel. Et là, ce qui est marrant, c'est que, donc, pour revenir un petit peu à Marx, on sait qu'au quotidien, dans la production de cette chocolaterie, il y a de l'extorsion de la plus-value qui s'exerce contre les ouvriers. Et ce qui est marrant, c'est que ce qui se passe en plein jour, c'est la production et l'extorsion de la plus-value, ça rejaillit la nuit sous forme d'une apparition qui est celle de Garibaldi dans la chambre à coucher des Barel. C'est ça la puissance du symbolique, c'est que l'extorsion de la plus-value en plein jour se transforme en une vision la nuit de Garibaldi chez Madame Barel. Donc, pareil, une petite phrase d'Aragon. Il faut dire que cela venait à un moment où les affaires étaient mauvaises. Donc, elle commence à avoir des visions, là, Madame Barel, hein, dans sa chambre à coucher. La nuit, elle a des visions et elle voit Garibaldi. Et donc, ça arrive à un moment où les affaires étaient mauvaises. Et où son mari avait dû licencier des ouvriers. Naturellement, il avait commencé par les Italiens. Donc, cette culpabilité par rapport... Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Ouais. Donc, non seulement on exploite l'ouvrier, mais en plus, quand ça commence à tourner un petit peu chocolat, comme pour prendre l'expression, quand ça commence à tourner un petit peu... ça vire au vinaigre, encore une autre expression, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on n'hésite pas à se délester de quelques ouvriers, et bien sûr, en priorité, on va se délester des Italiens. Et ce qui est marrant, la puissance du symbolique, c'est que ça travaille la conscience de Madame Barel qui en vient à rêver, même à avoir des visions de Garibaldi. Ça travaille l'inconscient. Ouais. Voilà. Ouais. Et là, c'est puissant. C'est ouais. pour ça que ça m'a fait rire. J'ai voulu mettre ce passage. Il y a de la psyché, là. Ah oui, mais c'est pour ça. Le rapport praxis-psyché. Donc, l'extorsion de la plus-value et le licenciement des ouvriers le jour, sur l'agora, se transforme la nuit dans la chambre à coucher, dans l'intimité, par ces visions de Garibaldi, le révolutionnaire Garibaldi italien. Incroyable. Donc, ça m'a fait sourire. Et enfin, troisième passage, où là, encore une fois, on voit encore le mépris qu'on avait pour les Italiens. Par exemple, comme on traitait en général les Italiens dans la ville. Achetaient-ils des fruits, le fruitier leur glissait toujours une figue pourrie, des raisins gâtés par en dessous. Jusqu'au docteur Lamberdesque, qui lambinait quand on l'appelait d'urgence chez ces gens-là. Laissons-leur un peu le temps de mourir. Donc voilà, introduction. La chocolaterie Barel emploie des ouvriers. Sa prospérité, elle la doit à ses ouvriers. Et parmi ces ouvriers, il y a beaucoup d'Italiens. Et c'est vraiment ceux qui sont au plus bas de l'échelle sociale. Voilà, c'était pour faire ce petit rappel. Bah, très bien, Laurent. Et ensuite, donc, avec le quatrième passage qui va suivre, là, on va basculer, comme vous allez le voir, là, maintenant, du déclin des conditions salariales à la grève. Et là, là, ça se durcit vraiment. Exactement. Donc, encore une fois, il s'agit d'une chocolaterie où le conflit, je dirais, patron-ouvrier, et dans laquelle on va voir la baisse des salaires amène à la grève. Voilà, c'est ça. Et ben, on y va. Oui, parce qu'en fait, le patron Barel, il se dit, bon, pour faire face à certaines difficultés, il se dit, je vais baisser les salaires. C'est ça. Et les ouvriers, ils n'acceptent pas. C'est sûr, voilà, et là, il y a commence à avoir une volonté de faire grève et vraiment d'aller vraiment à la lutte sociale de manière ferme. Et là, quelque part, ils sont un peu choqués. On va voir, les gens sont un peu choqués. Oh, ils font grève, les mecs. Pourquoi ils font grève? Je comprends pas. Exactement. Voilà, et là, on va le voir un peu dans ce passage. Alors, on y va. Mais il y a un point essentiel dans toute concurrence, le prix de la marchandise.
La Savoyarde, entre guillemets, avait toutes les chances de succès. Donc ça doit être C'est un concurrent peut-être ou non? Non, c'est peut-être un modèle c'est un modèle de chocolat. Ou, Ah oui, d'accord, voilà, je pense. exactement, bien sûr. C'est le oui, nom oui, d'un tout à fait. produit, c'est un produit fait par la chocolaterie, je pense. D'accord, très bien. Donc la Savoyarde avait toutes les chances Voilà, de succès. normalement, ils devaient... Oui, ils avaient préparé voilà, ce produit. C'est ça, ils avaient une recette magique. Voilà. Et là, ils se disent, flûte alors. À condition d'être la meilleure marché des croquettes. Pour cela, il fallait en diminuer le prix de revient. On y arrive. Exactement. On y Là, on arrive. est dans Et le donc, concret, là, voilà. direct. Et là, on revient, pour revenir à Marx, tu vois, il y a deux moyens de faire baisser le prix d'une marchandise. C'est soit on rogne sur la partie inerte, la partie machine, la partie matière première, soit on rogne sur la partie travail vivant. Exactement. Et qu'est-ce que font en général les gens? Ben, s'ils peuvent gratter plus sur le travail vivant, parce que si tu rognes trop sur la marchandise, ben, après la marchandise, elle n'est pas de bonne qualité. C'est ça. Si tu commences à rogner sur la machine, ben, la machine, elle va se gripper. En tout cas, ils voulaient pas, quand on lit les premières lignes, ils voulaient pas, enfin les Barrel ne voulaient pas rogner justement sur la qualité de la marchandise. Et voilà. Donc, en fait, sinon tu vas faire fuir le client. Exactement. Donc la Et seule donc, possibilité, la seule possibilité, qui reste, c'est tirer les salaires vers le bas. Et ben voilà. Et donc là, on attaque le travail vivant. Exactement. Voilà. Ne pas marchander sur le pactage. Voyez les Suisses. Un seul Voilà. Et moyen. là, les Suisses, pour le coup, c'est les concurrents. Ouais, d'accord. Voilà, tu Ah vois. oui, oui, exactement. Voilà. Là, c'est les concurrents. Un seul moyen. Baisser les salaires des ouvriers. Bah, c'est ce qu'on Voilà, c'est d'une clarté. disait. Voilà. Remarquez que c'était leur intérêt, Voilà. naturellement. Là, c'est ça, c'est fort. C'est insinuer à l'esclave qu'il est très bien d'être esclave. Mais continue d'être un bon esclave, mon ami. Tu vas voir. ouais, Et je vais même t'expliquer c'est quoi le bon capitalisme. Ah, Vas-y. bah alors, Voilà. remarquez que c'était leur intérêt. Donc ça, c'est ce que veut nous expliquer un peu Barrel, Barrel, quoi. bah, voilà. Naturellement, pas immédiat. Ah oui, on bah voit oui, pas tout de bah, suite. bien sûr, c'est indirect tout Mais, ça. bon. Mais est-ce que c'était l'intérêt immédiat d'Émile Barrel quand il déboursait le prix des jolis vêtements de la clique? On ne peut pas toujours avoir un point de vue immédiat. Voilà. Il faut bien penser à l'avenir. Oui, il faut penser long terme. Bien sûr. Alors que nous, on pense court terme. Hein. Ah bah bien sûr. Là, on est à une époque voilà. court terme. Ah bah oui, en fait, on doit penser long terme quand ça arrange certains. Quoi. Et bah c'est ça. Voilà, c'est ça en fait. Le long terme de certains est plus important que le long terme de d'autres. Hein. Voilà, exactement. Voilà. Hein. Bon. Donc les ouvriers devaient comprendre que leur véritable intérêt était la prospérité de leur usine. Voilà. Il serait bien avancé si le chocolat Barrel était distancé sur le marché, si par exemple on perdait la Bretagne. Une baisse de 15% n'était tout de même pas à comparer avec un événement pareil. Émile Barrel, qui vivait sur un pied très modeste en comparaison de ses moyens, donnerait pourtant l'exemple. On rognerait aussi 15% sur l'argent de la maison. Mais alors 15% de quelqu'un qui est bien établi et 15% de quelqu'un qui vit juste, qui est à la tête juste comme ça, c'est là où on voit que c'est comme du foutage de gueule. Exactement. Et là, tu fais bien de mentionner ça. Parce que ça dépend d'où on part. Ben voilà. Voilà. Et c'est là aussi que l'arnaque des pourcentages. Bah, bien le sûr. 15% de l'un, c'est voilà, comme tu disais, le long terme de l'un, ça veut dire quoi? Mais en fait, surtout, je raisonne sur l'absolu. Ben oui. En fait, voilà. le pourcentage, c'est une arnaque. Mais bien sûr. C'est une arnaque. Donc là, déjà, dire 15%, ah ben moi, je veux bien lâcher 15%, tu peux bien lâcher 15%. Ah ouais. Ben, bien sûr. Mais le 15% d'un mec qui est déjà la tête comme ça, comment tu veux qu'il fasse? Ah non, mais c'est clair. Mais en tout cas, ce passage, voilà, fait ressortir ça. Ben, voilà, et il y a une petite rhétorique là, une petite musique qui veulent instiller dans la tête des ouvriers pour dire, mais attendez, mais non, il faut faire un effort, faites un effort quand même, ça va pas. Là-dessus, il y avait eu grève à la chocolaterie. Et voilà, bon, là pour une fois, là, les Italiens, sont pas contents. Ah, ils ont dit non. Un des moments les plus pénibles de la vie de M. Barrel. En 1911, l'exemple ne manquait pas alors. C'est contagieux, les grèves. En plus, c'est ça le problème. C'est que ça commence à ouais, prendre l'ampleur. Comme toujours, il fallait voir là la main d'agitateur venue du dehors. Donc le danger venait de l'extérieur. Bien sûr. Ouais. Voilà. Pourtant, Émile Barrel ne s'était pas attendu à ça de ses ouvriers. Ça l'a surpris. Oui, bien sûr. Il les aimait. Le paternalisme. Comme des enfants. Voilà. Voilà, bien sûr. C'est beau. Hein. Ah, c'est beau. Ouais, c'est beau. touchant, la philanthropie capitaliste, ah ouais, c'est toujours touchant. Il les recevait lui-même dans son bureau quand quelque chose n'allait pas. Il avait d'abord essayé de la persuasion, puis de l'intimidation. Ah, on voit que là, au début c'est les petites caresses. C'est paternaliste. Hein. Mais après, attention, hein, comment ça... Il avait annoncé qu'il ne reprendrait pas à la fabrique les dirigeants du syndicat. La grève continuait. C'était, il est vrai, une grève partielle.
il y avait de bons sujets qui n'avaient pas Alors, quitté voilà. le Et travail. c'est là on voit qu'il peut y avoir Et là, il y a une division. scission, Voilà. exactement. Et là, c'est ce qu'on avait déjà constaté, même dans le prolétariat, le prolétariat. Des fois, il y a un manque de solidarité aussi. Tout à fait. Voilà. Et ça, c'est une vraie question aussi, ça. Ceux-là, donc ceux qui ne quittaient pas le Voilà. travail, hein, pour leur permettre de gagner honnêtement leur vie, la vie de leurs femmes, de leurs enfants, et aussi les Italiens nouvellement embauchés. Parce que du coup, dès qu'il y avait un gréviste, eh ben, on essayait de trouver des bouche-trous, entre guillemets, et on allait prendre les Italiens souvent, qui étaient en plus, en général, dans une nécessité tellement accablante qu'eux, ils se donnaient tout de suite pour travailler, quoi, du coup. Exactement, tout à fait. Voilà, c'est comme ça aussi Ah, que bas fonctionne. prix, quoi, ouais. Voilà, c'est comme ça que fonctionne aussi le système Ouais, capitaliste. c'est la nécessité, l'urgence. Voilà. et- Eux, ils n'ont pas le Ils choix. en profitent, en fait. Ils surfent sur la vague. Et le patron, ouais. il est bien content de se dire, ah bah tiens, il y a une main-d'œuvre malléable, on y va, hop. Exactement. Comme ça, voilà, il n'y a pas de négociation. Ah bah, et du coup, vers oui, le haut le mec et- qui arrive, lui, il négocie rien. Hein. C'est ça. Il n'a pas de marge de Il manœuvre. accepte. Eh oui. Donc ceux-là, pour leur permettre de gagner honnêtement leur vie, la vie de leurs femmes, de leurs enfants et aussi les Italiens nouvellement embauchés, qu'on avait fait venir en hâte, Voilà. n'avait-il pas fallu les protéger des grévistes qui les battaient, leur jetaient des pierres, Voilà. donc là, scission hein, Donc, entre les et deux. là, il y a Ouais. une vraie tension. Ouais. Tout à fait. Appeler la troupe, en être arrivé là, évidemment, les soldats servaient surtout à faire peur. Mais ce qu'on sait jamais, Monsieur Rateau, le sous-préfet, était venu en personne, en uniforme. Louis Aragon, les beaux quartiers. Donc on voit que ça rigole plus là. Hein. Ah ouais. Ça commence à parler de jet de pierre, ça commence à parler de soldats, ça commence à parler de carrément d'amener l'armée. Et on parle du sous-préfet qui vient, qui se déplace. Donc ça commence à prendre des proportions. Alors là, Laurent, On passe à la partie 2. on va entamer la partie 2. Donc Adrien, le briseur de grève. Donc Voilà, ça sera donc là, aussi ça y est. le titre de notre vidéo, hein, les briseurs de grève. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc Laurent, là tu souhaitais lire 2 nouveaux passages d'Aragon, mais comme Le je te disais deuxième- pendant la préparation de la trame, le deuxième est un peu trop long pour le Beaucoup lire trop ici. long. Oui, Mais- un petit peu, beaucoup trop. Mais c'était un passage intéressant qui permet de bien comprendre comment Adrien en arrive à être un briseur de grève en fait. Alors justement, Mais on va essayer voilà, d'y aller c'est-à-dire que là, en tranquille. fait, là, moi, ce que je te propose, c'est que je lise le premier passage très court, Et après, ensuite, on va- tu fais un petit résumé. Je fais un petit blabla pour vous- voilà, pour vous mettre bien dans le mettre bain. dans le contexte, Voilà. parce que je pense qu'il y a quand même des éléments importants. Ah qu'il oui, faut- bah, qu'il bien faut sûr. mentionner. Ouais, ouais. Donc, alors moi, je vais juste lire le premier premier extrait, extrait, hein, ouais. donc toujours de Louis Aragon, Les Beaux Quartiers. Donc là, on fait un petit zoom sur Adrien. Hein. Voilà, exactement. La grève avait produit sur lui une impression profonde. Voilà. Il avait senti sa fortune menacée. De pareils faits pouvaient à tout instant se reproduire. À tout instant, l'insubordination ouvrière pouvait mettre en péril les affaires de la chocolaterie. Il y avait là un vice de la structure sociale, un défaut de la législation auquel il aurait fallu remédier. Donc, on remarquera qu'Adrien n'a aucun intérêt direct avec les bars. Il n'est pas propriétaire ou copropriétaire mais il s'identifie Alors ça, aux ouais. intérêts des patrons Barrel en fait. C'est ça. Donc pour lui, il se dit mais attendez, parce que lui, il se projette et il se voit lui aussi comme futur capitaliste. C'est un capitaliste en herbe. Et lui, il se dit mais attendez, si moi je me soulève pas là pour être solidaire avec les Barrel, quand moi derrière je serai le futur capitaliste propriétaire d'une grande entreprise, d'une grande industrie, eh ben je vais me faire aussi emmerder par ces connards d'ouvriers. Donc lui, il était outré, il était en mode mais attendez, mais moi aussi demain il faut que je devienne un grand entrepreneur et je vais être emmerdé par cette racaille. Donc tout de suite c'est le mec il est en mode il faut y remédier. Si je suis pas solidaire des Barrel, demain comment je vais faire moi? Ouais, demain, je vais être dans la merde, quoi. Voilà. Ouais. Donc, le passage que j'avais identifié pour bien introduire aussi Adrien explique un peu tout ça. Mais alors, du coup, on va pas le faire, mais on va essayer quand même Par contre, on vous incite à lire le livre. Voilà, enfin, voilà, bien sûr. Mais enfin, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est qu'Adrien, à la base, c'est pas un fils Barrel. Hein. C'est pas quelqu'un de la famille de Barrel, mais c'est quelqu'un tout de suite qui s'identifie au Barrel. Et donc, voilà, et aussi, c'était pour faire le lien aussi avec le lumpenprolétariat. On avait dit que lumpenprolétariat, c'est une couche sociale qui contient des déclassés, des gens aux revenus précaires, et qui peuvent être tendanciellement plus facilement corruptibles. Et Adrien, même si c'est un bourgeois, c'est pas la racaille qui est complètement sans ressources, mais c'est comme un bourgeois qui se sent un petit peu fragilisé
par rapport à d'autres bourgeois qui sont déjà des notables qui sont beaucoup plus installés que lui. Et lui, il aspire quand même à devenir, à monter un peu comme dans l'échelle sociale. Et lui, tout de suite, il est en mode, il s'identifie au maître, quoi, et aux intérêts du maître. Ouais. Voilà. Donc c'était pour faire le lien aussi avec le lumpenprolétariat, souvent qui peut des fois être contre-révolutionnaire quelque part, qui n'est pas solidaire avec les ouvriers et qui va plutôt servir les intérêts du maître. Mais là, si on parle plutôt il est plutôt prolétariat, il est plutôt dans le C'est ce que je disais, c'est que lui, pas dans le Attends, je crois que tu avais dit lumpenprolétariat. Oui, ah, oui, parce que ouais. je fais le lien. Il a comme un comportement qui peut rappeler aussi celui du lumpenprolétariat. C'est ça que je voulais amener. Ah oui, d'accord, C'est exactement. qu'on avait Bien dit, sûr, bien et justement, sûr, bien sûr. on avait dit aussi qu'il fallait pas essentialiser le truc. Exactement. C'est qu'on peut trouver aussi, et c'est ce que disait Marc, dans le lumpenprolétariat des gens héroïques, Ouais, tout à fait. Ouais. qui restent d'une vertu incroyable, et de la même manière des gens qui sont des petits bourgeois ou des bourgeois un peu précarisés, un peu déclassés, peuvent avoir un comportement, justement, où ils vont être très serviles à l'égard des maîtres. Pour avoir... Pour monter, pour la récompense, quoi. Voilà. Ouais. Et aussi parce que eux, comme ils sont déjà un peu en bourgeoisie, ils se considèrent déjà comme des petits Mais maîtres. ce qui est souvent une désillusion. Mais bien sûr, c'est du foutage de gueule. Mais bien sûr. Mais le mec, il se prend pour un petit maître. Lui, il est petit maître, mais il voudrait être grand maître. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va être servile auprès du grand maître pour devenir grand maître lui derrière. Donc, c'est un peu ça, Adrien. Ouais. Voilà, c'était bon. Malheureusement, le passage est trop long, mais Aragon fait comprendre ça. Mais tu l'as bien. Bon, je pense que voilà, et on sent bien le côté long terme. Il voit sur long terme. Bien sûr. Il se dit bon. Là, et là, il place ses billes quelque part parce qu'il veut se faire bien voir. Ouais, c'est ça. Il veut nouer des relations avec les gens. Et du coup, il se dit mais si après derrière, je montre au Barrel et donc à la bourgeoisie, à la grande bourgeoisie du petit village, du petit coin là, que je suis quelqu'un quelqu'un de méritant, quoi, quelqu'un qui se mouille pour leurs intérêts. Mais il se dit, mais après, derrière, je vais nouer des liens. Il pense déjà à réseau. Ouais, tout à fait. Donc, il est malin. Donc, il se met du côté de ses chefs. Du côté des forts, du côté des grands maîtres. Donc, lui, c'est un petit maître qui se voit grand maître et du coup, qui devient le serviteur des grands maîtres. Et c'est un peu Allège Boule, quoi. Ah ben, complètement. Pour moi, c'est d'une servilité terrible. Ouais. Mais du coup... Mais c'est bien que tu expliqué pourquoi. Voilà, c'est ça. Voilà, il faut comprendre la psychologie. Voilà, je veux dire, ça n'a rien d'irrationnel. Ouais. Il joue sa partition quelque part. Oui, c'est intelligent. Après, c'est pas de la naïveté finalement. Ah non, il joue. En fait, il a un jeu de cartes. Il fait au mieux, il optimise. Mais il met la question morale et la question éthique de côté. Oui, tout à fait. Voilà. Bah là, c'est des choix. Il pense avant tout. Il pense à sa gueule. Exactement. Voilà. Après, est-ce que j'avais noté autre chose? Oui, alors, et aussi, ce qu'il faut rappeler aussi chez Adrien, c'est que lui, tu vois, il commence à parler de vie sociale, il commence un petit peu à s'intéresser à comment fonctionne l'économie ou des choses comme ça. Mais lui, il va complètement, c'est un parfait ignorant, enfin, il va se contenter de la petite rhétorique, comme justement, on ironisait un peu avec la rhétorique du bon ouvrier qui normalement devrait comprendre que c'est dans son intérêt, que... Et ben Adrien, lui, va épouser cette rhétorique-là sans comprendre que c'est du foutage de gueule intégral, tu vois. Donc en plus, c'est un parfait ignorant qui se prend pour quelqu'un qui a tout compris comment fonctionne l'économie, qui ne sait pas comment elle fonctionne. Et en plus, c'est quelqu'un qui méprise aussi l'ouvrier. Hein. Ça aussi, il faut le savoir. Voilà, lui, c'est tout de suite, il a compris que pour lui, son salut ne viendra pas du collectif et ne viendra pas du mouvement ouvrier. Et lui, il s'identifie tout de suite au maître. Donc lui, sa solution, c'est moi, j'opte pour les maîtres et du coup, je me mets de leur côté, quoi. Très bien. Ouais. Voilà. Donc voilà, il avait le choix, soit être plutôt en soutien avec les ouvriers. Il a fait le choix des patrons Barrel, quoi. Voilà. Donc du coup, il voit, il est agacé, même il s'indigne devant le comportement des Italiens et le comportement des ouvriers et tout ça. Et du coup, il décide de faire quoi, lui? Il a l'idée de former un petit groupe de jeunes qui pourraient remplacer... Alors, il y avait la combine de prendre des étrangers pour remplacer les grévistes, par exemple. Mais lui, il s'est dit, on va prendre les petits jeunes, là, plein d'énergie et plein de fougue, pour remplacer aussi les grévistes. Et donc, il va avoir l'idée de former aussi ces jeunes-là et de proposer ça à Barrel pour dire, voilà, dès qu'il y aura des problèmes de grève, nous, on va former une petite jeunesse volontaire pour prendre la place des ouvriers, si vous voulez.
Alors forcément, du coup, ça crée une tension aussi. Les grévistes, ils voient ce truc-là arriver, ils voient que les gens, et cette jeunesse-là qui est utilisée là, qui essaie de se mettre aux machines pour essayer de se former, de monter en compétence sur les machines, ça crée une tension forcément. Et il le sait, ça, Adrien. Et il en est parfaitement conscient et il dit, de toute façon, c'est pas grave, nous, on va apprendre la savate, la boxe et le jiu-jitsu. Donc, il y a déjà... Adrien l'intériorise déjà, il le prévoit ça, il le planifie que non seulement on va essayer de piocher dans la jeunesse du village des gens pour se porter volontaire, pour remplacer les ouvriers, et en plus même, on va les former, ces petits jeunes, à la baston. Parce qu'il sait très bien que ça va traîner de la baston. Ça va être, ouais. Donc, il pense de manière tout à fait... c'est rationnel ce qu'il fait là. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est qui planifie le truc. Et en faisant ça et en montrant ça, il commence à se faire bien voir des gens du par village. Le village. Ouais. Par les gens, la classe dirigeante du village, quoi. Donc voilà, c'était un peu tout ce long passage-là. Ouais, il tisse son réseau. Voilà. Et c'était pour introduire un peu tout ça. Bon, voilà, du coup, je l'ai dit comme ça en paraphrasant. Je ne pense pas avoir oublié d'éléments. Donc voilà, il se fait bien voir de l'abbé du village, il se fait bien voir des Barrel, et les Barrel qui connaissent d'autres personnes influentes, du coup, entendent parler de ce fameux Adrien qui a des idées lumineuses, incroyable, mais il a raison ce petit Adrien. Mais il est plein il est rempli d'initiatives, c'est très bien, c'est très très bien, bon garçon, voilà. Voilà. Donc je vais quand même lire un... Ah oui, alors et ce petit... D'où le côté briseur de greffe, quoi. Voilà, et du coup, lui, du coup, c'est ça. Son optique, c'était, il y avait un vice social, c'est comment comment ne plus être dépendant des ouvriers quand ils se mettent en grève, en fait. Et du coup, il est devenu il s'est dit, tiens, je vais monter un groupe de jeunes gens qui vont briser les grèves, qui vont être là pour casser cette dynamique de la grève. Et ce groupe-là s'appelle Pro Patria. Donc, petit passage de d'Aragon. Le groupe Pro Patria, l'expérience parmi les ouvriers, oui, on l'a envoyé maintenant. Ah non, ça c'est ensuite quand il va à Paris, en fait. Pardon, parce que ensuite, voilà, c'est ça qui est génial, c'est que Adrien se retrouve du coup à être connu au niveau de Seriane comme étant quelqu'un qui a été capable de juguler la dynamique gréviste à Seriane. Du coup, il est tellement connu pour ce savoir-faire-là, c'est que du coup, il est utilisé ensuite à Paris, cette fois dans l'industrie automobile. Et là, cette fois, on va l'utiliser pour briser des grèves au niveau de Paris. Alors, pareil, là, Aragon n'utilise pas le constructeur automobile, il s'appelle Wisner, et il faut comprendre Renault. Hein. D'accord, okay. Comme de la même manière, c'est Seriane, ça n'existe pas, mais il faut se dire un village provençal. De la même manière, quand Adrien débarque à Paris pour être briseur de grève pour Wisner, c'est briseur de grève pour Renault. Faut entendre ça. Et donc, du coup, voilà, pardon. Du coup, là, par contre, je vais lire le passage. Le groupe Pro Patria, l'expérience parmi les ouvriers. Donc ça, c'était ce qu'il avait fait avec les ouvriers des Barrel. Hein. Oui, on l'a envoyé maintenant à Paris, ça y est. Donc là, maintenant, il passe de Seriane à Paris. Ou plus exactement à Suresnes, aux usines Wisner. Donc là, entendre Renault. Voilà. Il y avait une grève à cause de la taylorisation de l'usine. De l'urine. Ah, le lapsus. Taylorisation. T'as envie de leur pisser dessus. Ouais, non, c'est ça. Il y a comme une espèce de mépris là, qui ressort de ma bouche. C'est terrible. Donc, taylorisation. Et là, la dimension marxiste, encore une fois, développement des forces productives. C'est fort quand même, la psychanalyse. Ah ouais, c'est puissant. Taylorisation, division du travail, optimisation de la production. Donc là, et les ouvriers ne sont pas contents, tu vois. Ouais. Donc il y a grève, parce que taylorisation un peu brutale. Ce que c'est, comme toujours, les ouvriers s'opposaient à un progrès. On chronométrait le temps de travail nécessaire pour chaque geste, dans la fabrication de chaque pièce, des ouvriers qualifiés. Puis ensuite, les autres devaient refaire dans le même temps le travail. Une économie pour tous, le rendement de l'usine accru d'autant. C'est vraiment un beau progrès. Hein. Voilà, mais après, objectivement, la division du travail, le chronométrage et tout, la taylorisation, ça a été quand même un boom incroyable pour les... Faut reconnaître que ça a donné des résultats incroyables. Mais après,
quand les fruits du travail sont complètement accaparés et qui profitent qu'à une, Oui, encore c'est une fois, ça. qu'à une- Mais ça le c'est la problème. question de fond. Voilà, c'est toujours exactement. pareil. Ouais, ouais, C'est- bien sûr. après, il ne s'agit pas d'être en soi contre le progrès Oui, technique oui, ou contre ouais. le chronométrage ou contre la division du travail. Ouais, ouais. Mais c'est après, c'est derrière, c'est comment on organise ça et comment derrière on récupère les fruits. Qui récupère les fruits? Qui consomme après derrière? Qui a droit à la consommation? C'est toujours le problème. Donc voilà, alors juste, j'enchaîne du coup. Bah, très bien, ouais, super. J'enchaîne. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc parce que là tu disais voilà la théorisation, du coup, faut quand même nuancer. Il s'agit pas juste d'être contre le progrès. Hein. Non, non, bien sûr. Mais oui, oui. attention, voilà, c'est Mais toujours pas- la c'est question toujours de fond, c'est c'est- où va c'est- l'argent. Enfin, voilà, et c'est comment le- comme on disait, c'est développement des forces productives Ouais. et rapport de production. C'est-à-dire que le rapport homme-nature, le rapport homme-homme. Le rapport homme-nature, si on peut progresser là-dessus, c'est très bien. C'est très bien, c'est génial. Voilà. Exactement. Par contre, après, c'est dans le rapport homme-homme. Comment on gère les fruits du travail, à qui ça profite. C'est ça, c'est-à-dire que si Si- l'avancée dans la relation homme-nature nécessite une régression Voilà, si c'est pour... dans la relation Exactement, homme-homme, si c'est pas. Et voilà. Ben Là, il y a un t'as- problème. T'as tout dit. Donc voilà. Donc attention, voilà, c'est Ouais. pour ça que le mot progrès, il peut avoir une ambivalence, c'est-à-dire progrès technique Ouais. ne suppose pas forcément progrès social. Dans oui. Le rapport homme-nature, si tu progresses dans le rapport homme-nature, mais si n'implique pas forcément un progrès homme-homme. Voilà. Et c'est là il faut se battre au niveau des rapports sociaux, des rapports de production. Mais ça, pareil, c'est des vidéos qu'on a déjà, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué dans les vidéos précédentes. On vous renvoie aux vidéos précédentes. Donc je continue. Alors naturellement, ça ne leur plaisait pas les meneurs. Les meneurs s'étaient mis comme la vermine. Grève. Pas totale. Les chronométreurs, certains spécialistes travaillaient. Mais il fallait des hommes pour pouvoir tenir. On en avait fait venir de province. Donc encore une fois, l'utilisation d'autres personnes. Et comme l'usine intéressait la défense nationale, on avait prêté des soldats à Wisner. Donc toujours l'armée. Hein. Tout de suite, donc soit on remplace en faisant venir d'autres ouvriers, soit on fait venir l'armée. Adrien serait surveillant aux tours verticaux. Lui, il est carrément en mode limite sniper, en train de regarder comme ça, qui travaille, qui fait quoi. Déjà, une fois, paraît-il, les grévistes étaient venus débaucher ceux qui travaillaient. Maintenant, ils seraient bien reçus. Donc on sent que la matraque, elle va arriver. Là. Adrien et les siens étaient des spécialistes de la savate. Aragon réinsiste encore sur la dimension baston. Bagarre, exactement. Voilà. Les deux jeunes gens rirent un peu. À vrai dire, Edmond... Ah oui, parce que là, on est à un moment où Adrien et Edmond sont en train de se parler. Hein. Edmond regardait tout ça avec un certain dégoût. Alors Edmond, lui, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, dans la vidéo Carlotta, on avait vu qu'Edmond était très amoureux de Carlotta. Et lui, il ne comprend pas Adrien, en fait. Parce qu'Adrien, il est vraiment à fond en mode, il y en a marre des ouvriers, quoi. Donc Edmond est cynique aussi. Edmond aussi, dans sa petite carrière, c'est un bourgeois clair et net. Il n'a aucune compassion débordante pour les ouvriers non plus. Mais il ne comprend pas le côté vraiment vindicatif, le côté vraiment hostile chez Adrien contre les ouvriers. Et du coup, voilà, il dit, Edmond, regardez tout ça avec un certain dégoût. Qu'est-ce que c'était que cet apostolat de briseurs de grève? À quoi cela mènerait-il Adrien? Un garçon fait comme lui. L'idéal d'Edmond était tout autre. Il venait une fois de plus de relire Bel Ami. Donc voilà, lui il est un peu plus littéraire, un peu plus retiré de toutes ces questions vraiment de la question ouvrière, quoi. Lui il était un peu plus voilà en train de se dire moi. Lui en fait en gros lui son plan Adrien lui son plan c'était de se spécialiser dans le fait de briser des grèves et de se faire bien voir des industriels. En gros Edmond lui son plan c'était de draguer les femmes. Ouais. De draguer des femmes qui ont un portefeuille assez fourni, tu vois. Et c'est la technique de Bellamy. C'est pour ça que lui c'est la technique Maupassant, c'est la technique Rastignac. C'est je sais. Edmond. Et voilà, Edmond, voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je séduis une belle femme et puis une femme qui est déjà bien établie, puis voilà. On ne voit pas le héros de Maupassant aux tours verticaux, voilà, faisant de la savate. Et la grève sera longue. On ne peut pas savoir, mon vieux. Elle dure déjà depuis une semaine. Il y a eu des pourparlers. Ils ont été rompus. Ces salopards, on leur cédé sur des détails. Mais c'est au système Taylor qu'ils en ont. Donc on insiste sur la taylorisation. Le système Taylor, dans la bouche d'Adrien, prenait une ampleur, une résonance de religion, ou tout au moins de philosophie supérieure. Et Wisner tiendra? Oh, celui-là, je l'ai vu, tu sais, un homme qui est parti de rien. Voilà, toujours le mythe
Le Ouais. mythe de l'homme parti de rien, grand, courageux, entrepreneur, un génie. Comme là, aujourd'hui, on nous parle de... En ce moment, c'est pas... Il y a Bezos, mais il y en a un autre, là, Tesla, je sais pas quoi. Là. Elon Musk? Elon Ouais. Musk, voilà, c'est typiquement, voilà, les gens sont fascinés par Elon Musk. Il est parti de rien, voilà. Bon, c'est toujours la grosse blague. Un ancien coureur d'auto, maintenant c'est une ville. Si tu voyais son usine, tout béton armé, acier. Tu entres là-dedans, c'est comme un conte de fées, le château enchanté. Et comme c'est organisé, le pointage à l'entrée, chaque homme à sa place, une vraie machine. Des merveilles, les machines avec ça. Ce que ça a dû coûter gros. Il est vrai qu'avec les nouvelles commandes du ministère, ça ronfle. Alors tu imagines, juste là-dessus, pan, une grève. Qu'est-ce qu'il en dit, Wisner? Ça, il a du cran. Quand les bafouilleurs sont venus protester contre le système Taylor, il leur a dit « Moi, je n'ai pas besoin de travailler. » Voilà, déjà le mépris. Hein. Tout de suite, parce que, bah oui, pourquoi t'as pas besoin de travailler, connard? Parce que les autres travaillent pour toi. Bon, ça c'est pour moi, ça c'est moi, ça. Je vous fais travailler pour mon plaisir. Non, mais alors lui, c'est extraordinaire. Mais t'as vu le mépris du gars, là? Ouais. Mais vous pouvez vous mettre en grève, j'ai de l'argent. Je prendrai des mois de vacances que j'irai passer sur la Côte d'Azur. Je ferme les guillemets. Tu parles qu'ils en ont fait une bouille. Qu'ils en ont fait une de bouille. Non, mais c'est... Ouais, bon, bref, c'est extraordinaire. il y a Et du tu vois... mépris, là, Mais ouais. bien sûr, le mec, lui, il extorque la plus-value, il accumule du capital, justement parce qu'il en a je sais pas combien à sa botte, et lui, il peut se permettre de dire, bien sûr qu'il a de l'argent, parce que c'est de l'argent que tu as récupéré sur le dos des gens. Pendant toutes ces années d'exploitation, forcément. Et c'est là le terme d'extorsion de la Ben plus-value. voilà, Ouais. ben oui, parce que lui, pendant qu'il accumule, et lui, il a pas sa santé qui est esquintée, les autres, eux, ils se font lui, le peu de retour qu'ils ont, eux, par rapport à leur travail, il est juste assez pour reproduire leurs conditions de vie, en fait. C'est juste pour pouvoir juste remplir leur frigo, tout au plus, et payer leur logement, point. Ils peuvent pas accumuler, eux. Parce que justement, ils sont dans un système où celui qui accumule, c'est celui qui est au-dessus, pas ceux qui sont en dessous. Donc c'est ça l'arnaque du capitalisme. C'est que ça profitera toujours qu'à un petit nombre. Et plus ça, et on le voit bien, le 99,1%, c'est plus ça avance, et on voit bien plus le capital se concentre vraiment dans des mains les plus... Enfin, le petit nombre se réduit de plus en plus. Ouais, et de plus en plus ont du mal à finir la fin du mois. Quoi. Et voilà. Donc c'est complètement délirant, quoi. Voilà. Donc maintenant on passe au On 3. passe à la troisième partie. Donc, Armand, hein, le choix de l'engagement dans le mouvement ouvrier. Donc là, Et c'est donc- l'anti-Adrien. Bah, c'est l'anti-Adrien, et là c'est Armand Barbentane, qui est le frère d'Edmond Barbentane. Voilà, mais Donc, justement, je pense qu'il serait intéressant de le présenter Voilà. rapidement dans un premier temps, ce Armand Barbentane. voilà, parce que donc du coup, on a vu qu'on disait qu'Adrien, donc spécialiste dans le fait d'être un briseur de grève, et qui donc se fait bien voir de Barrel et de Wissner dans un deuxième temps, à Seriane et à Paris. On a vu Edmond, lui, son plan, c'était, à la base, c'était plutôt de monter à Paris pour devenir d'abord médecin, il faisait des études de médecine, et après, de plus en plus, il fréquentait aussi en même temps des restos, il allait au resto, il allait à l'opéra, et il commençait à sentir l'odeur du monde, le parfum des grandes dames, et là, il s'est dit, non, mais en fait, les études, on s'en fout, je vais plutôt me trouver la petite nana qui me va bien, et elle va me permettre d'entrer dans le grand monde, et puis voilà, et puis en me débrouillant bien, je vais me faire introduire, et puis c'est bon, j'ai roulé ma bosse, quoi, sans passer par une carrière de médecin. Et c'est ce qu'il va faire, Edmond. Armand, c'est le frère d'Edmond, mais lui, il va complètement, il va complètement dérailler, le pauvre gars. Lui, c'est un personnage aussi très intéressant, franchement, il faut le dire, parce que lui, bon, alors, déjà, son frère, quand ils sont au village, hein, on refait un petit flashback, on revient au village. Son frère est plus proche de son père et il est tout de suite cynique. Tu parles de Edmond. Edmond, ouais. Ouais. Il est tout de suite ambitieux, il a un côté comme ça un peu matérialiste, un peu cupide. Armand est beaucoup plus rêveur. Et Armand aussi, il se trouve qu'il est plus proche de sa mère. Et alors après, ça c'est le coup classique aussi, c'est souvent, il y a eu beaucoup de couples formés comme ça, notamment dans la bourgeoisie française du 19e siècle, c'est souvent le mari est voltairien, franc-maçon souvent aussi, et athée, anticlérical. Et puis là, souvent la femme, l'épouse, elle est souvent catholique fervente, souvent une bigote, quoi.
Et souvent, c'est une source de frustration, de conflit, de tension dans les couples, ça. Et du coup, le mari, il avait tendance à se moquer de sa femme parce qu'elle, elle croit en Dieu, elle est très, très croyante, très pieuse et tout. Et du coup, cette espèce de conflit a rejailli sur les deux frères. Et du coup, Hénon avait tendance à s'identifier à son père. Et la mère avait tendance à plutôt à s'appuyer sur Armand. Mais ça a créé une relation un petit peu malsaine, c'est que du coup, elle pleurait devant lui. C'était un petit peu quelque part, comment dire, il était un petit peu, il était là pour éponger en fait toutes ses larmes. Ah ouais, d'accord. Tu vois, et enfin, c'est horrible parce qu'en fait, elle était pas du tout heureuse dans ce mariage-là. Et c'est lui qui a tout pris, quoi. Et au début, il avait tendance à culpabiliser, ou il avait tendance à essayer de vouloir aider sa mère. Et même, elle était à un point où elle projetait sur lui, sur son fils, Armand, elle le voyait comme futur curé. Tu vois, cette espèce de frustration par rapport à son mari qui se moquait de sa foi religieuse, elle l'a projeté après sur son gamin pour dire, mais toi, tu seras curé. Mais lui, il voulait pas être curé, lui. Mais pendant longtemps, elle s'est fait le film que, bien sûr, Armand sera un bon petit curé. Bon, ben, il arrive ce qui doit arriver, lui, il commence à devenir ado, lui, il fait sa vie, et en fait, ça crée un scandale, parce qu'elle dit, mais non, mais tu es un curé, tu vas devenir Ouais, curé. elle imaginait autre, Ah ben, autre elle, chose. c'était fait un film, quoi. Ouais. Et ben lui, il explose en plein vol, et du coup, il rompt complètement avec la famille, quoi. Mais du coup, le problème, c'est que si tu romps avec la famille, il faut un plan B, on fait comment pour vivre après? Et là, il va commencer à rentrer dans une espèce de vie de bohème. Il va être, bah lui, pour le coup, il va être un grand déclassé. Et lui, il va côtoyer des gens du lumpen prolétariat, quoi. Voire du prolétariat, voire du lumpen prolétariat. Et en fait, très vite, il va se confronter, il va se prendre des claques, en fait. Et il va à un moment donné se retrouver à Paris, il va monter à Paris, il va essayer de nouer contact avec son frère, ça va mal se passer, il va avoir des petites disputes, des choses comme ça, et du coup, ça va encore le renforcer dans son côté, je veux plus avoir affaire à ma famille en fait. Parce qu'à un moment donné, il y a même le père qui monte à Paris pour dire bah, il est où ton frère et tout. Le père, il voulait un peu rattraper le coup, tu vois. Et ça ne prend pas, et bon, et puis Edmond, il est complètement absorbé par Carlotta, et lui aussi, tu sais, on avait vu, il est près de ses sous. Et donc, quand Armand il arrivait, il sentait bien qu'Armand était là pour gratter un peu d'argent, tu vois. Il fait non, mais tu. Et du coup, ça se passait pas très bien entre les deux. Et du coup, bah, Armand est parti dans un délire en mode bah, ok, je ne dois plus rien à ma famille. Mais du coup, il est SDF, il est pas bien. Et il va traverser des semaines très très compliquées, même des mois compliqués à Paris, où il va être un clochard. Disons les choses simplement, clairement. Et alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Voilà, il rompt avec sa famille, il va haïr sa mère parce qu'elle déverse trop de toute son amertume sur lui et bon, bah, au bout d'un moment, ça va pas. Et surtout, elle projette sur lui le fait qu'il va devenir un curé. Et du coup, voilà. Et ce qui se passe, c'est que on n'est pas loin de la fin du roman. Armand est complètement... il est à deux doigts de... Enfin, je pense qu'on n'est pas loin de la mort, en fait. Il est vraiment au fond du trou. Et il se trouve qu'il croise Adrien. Et en fait, quand il était gamin, justement, vous vous rappelez, je vous avais expliqué au début de la vidéo que Adrien a l'idée de faire un groupe de jeunes. Et parmi ce groupe de jeunes, il y avait Armand. Mais c'était un Armand naïf. Il s'est fait haranguer. Il a été pris complètement dans le mouvement d'Adrien, mais sans vraiment... Lui, la prise de conscience politique, il ne l'avait pas. Il est rentré dans le groupe pro-patria. Il n'a pas compris, en fait, que c'était... il n'avait pas compris les tenants et les aboutissants de cette affaire. Et quand ils se rencontrent à Paris, il voit Armand complètement déglingué et tout. Il dit mais qu'est-ce qui t'arrive et tout. Et par solidarité et par souvenir Du temps passé. du temps passé, il a dit je te signe une... Parce que lui, il est connu de Wisner, du coup. Ouais, il est bien vu. Ouais. Et il lui fait une lettre de recommandation. Du coup, Armand, et là, il fait oh, incroyable, parce que là, il n'a aucune ressource, le mec. Hein. Il se dit, ben, il arrive avec la lettre de recommandation et il va pour essayer de se faire recruter. Bon, il est complètement... lui, c'est un mec qui n'a jamais... c'est un petit bourgeois à la base, Armand. Hein. Donc, il a l'allure d'un gringalet, quoi.
Donc il se fait un peu moquer par les gens, les recruteurs. Il se dit mais qu'est-ce qu'il fait là, ce mec là? Et bon. Mais le fait qu'il y a la lettre d'Adrien fait qu'il il est embauché. C'est un passe-droit. Enfin, voilà, c'est un peu un passe-droit. Et là, il est, dans un premier temps, il est complètement reconnaissant en fait. Il est oh, c'est super et tout. Et du coup, il est tout content de pouvoir avoir son premier métier, quoi, son premier travail, parce que là, il sait que surtout qu'il revient de loin. Ben voilà, parce que je disais, socialement. Voilà, il était à un moment vraiment, à ce moment-là, quand Adrien en fait, là, Adrien vraiment le maintient hors de l'eau, hein, la tête hors de l'eau, parce que là, il était vraiment en train de couler, quoi. Et là, il se dit, c'est la bouffée d'oxygène. Et surtout, maintenant, il se dit, maintenant, je serai autonome financièrement. C'est-à-dire que maintenant, je ne dois plus rien à mes parents, à ma famille, tout ça. Maintenant, je suis maître de mon destin, quelque part. Et donc là, il débarque dans l'usine Wisner. Et là, il va se confronter à des gens qui sont, aux ouvriers qui sont déjà en place et qui eux aussi sont partis dans une grève. Et là, il y a la rencontre entre Armand et ses grévistes. Soudain, quelqu'un le bouscula de l'épaule. Un grand diable, Noiro. Noiro, ça me fait penser à qui, tu sais? Rogojin. Tout à fait. Bien joué, exactement, un grand diable, Noiro, voilà. Tu vois, ça c'est les petits adjectifs comme ça qui te permettent de voir l'échelle sociale, tu vois. Tout de suite, grand Noiro, avec de petits yeux et une moustache de travers, une casquette à visière et une cotte. Armand s'excusa, ce n'était pourtant pas lui. Il avait même l'impression que l'autre l'avait fait exprès. Celui-ci avait pris le jeune homme par le bras. « Où c'est que tu vas, mon pote ?» Il y avait de la menace dans ce ton bonhomme et la poigne était solide. « Travaillez, dit Armand, les yeux luisants, avec tout l'orgueil de ce mot. Voilà, Armand, il est tout content, là. Aussitôt, il y eut un rassemblement autour de lui. « Un jaune, un jaune !» Ah, alors là, il faudra aussi expliquer ce que c'est le jaune. Hein. Le mot jaune a une forte... Mais on pourra revenir sur une prochaine vidéo, d'ailleurs, sur le mot jaune. Ce n'était plus des faces amicales, mais des gueules d'adversaires. 10 types résolus l'entouraient. Armand chercha à se dégager, à s'expliquer. « J'ai été embauché à l'usine Wisner. » On ricanait autour. « Embauché ? Non, mais des fois. »« Alors tu vas travailler comme ça, reprit le grand diable. Tu ne demandes pas l'avis des copains. Tu vas travailler. Et la grève ?» Armand s'étonna. « La grève ? Mais voyons, je ne savais pas. » On rigolait et on grondait alentour. Le cercle se resserra. À ce moment, il se fit un remous et un agent de police, toujours un agent de police hein, pour mettre un peu d'ordre, écarta les ouvriers, parlant fort. « Allons, laissez-le ce gosse, laissez-le passer !» Armand se trouvait entre le grand diable et l'agent. L'ouvrier se retourna et commença de crier. « Camarades, laisserez-vous comme ça les jeunes, on revient encore sur le mot jeune, les jeunes bouffer notre pain, camarades !» L'agent l'interrompit avec brutalité. « Laissez-le celui-là, ou je te coffre !» D'autres flics approchaient, les ouvriers reculèrent. Quand on avait fait la vidéo avec Lénine, là, on parlait des couches moyennes, je crois, on avait parlé de Lénine, et à un moment donné, il y avait un passage d'Engels qui disait, Lénine reprend Engels, qui parlait des trade unions, qui sont des syndicats, ou qui sont à la botte du patronat. Donc en gros, c'est des gens qui sont déjà corrompus quelque part par le patronat. Ben, les jeunes, c'est ça. Les jeunes, c'est quand on parle de syndicalisme jeune, ou d'un syndicat jeune, ou d'un jeune, quand c'est des gens qui sont censés défendre normalement les ouvriers, ou c'est quand c'est un ouvrier, mais qui en fait a épousé la cause des maîtres en fait. D'accord. Et ça, le mot jeune, on le retrouve aussi dans un roman de Dos Passos que j'ai lu il y a quelque temps, et qu'on va peut-être, qui va peut-être faire l'objet d'une vidéo aussi prochainement. Bien sûr. Et donc ce mot de jeune, on le retraitera plus tard. Enfin voilà, mais c'est juste pour vous indiquer que syndicalisme jeune, le mot jeune est important. Voilà. Très bien. Alors, on avait aussi sélectionné 2 autres passages, Voilà, alors oui. mais c'est vrai qu'ils sont très très longs, qui sont plutôt longs. Voilà, mais comme on est à la fin du roman, on va aller vite. Et finalement, Armand se rapproche du mouvement des grévistes. Voilà, alors, parce que voilà, dans un premier... Et donc du coup, voilà, il comprend qu'il y a une grève, et il était content de bosser, mais en même temps, ça le dérange aussi, parce qu'il se dit, mais je comprends pas, tu vois, il sent bien qu'il y a un problème là. Le mec, normalement, il devrait fraterniser, et là, il sent bien qu'il se dit, mais merde, est-ce que... Et il comprend qu'en fait, il faut pas, il joue un mauvais rôle là dans cette histoire. Il comprend que là, il est en train de servir de bouche-trou. Et voilà, sa conscience, pour le coup, là où il était dans Pro-Patria à Seriane, il était complètement manipulé par Adrien. Là, il est en train de comprendre qu'en fait, attends, mais
Là, je fais n'importe quoi, là, en fait. Et alors, au début, il hésite. Et il sait pas trop. Et à un moment donné, il a un moment de lucidité. Voilà. À un moment donné, quand il comprend que ce qu'il a fait avec Adrien, c'était n'importe quoi, à Seriane, et que maintenant, aujourd'hui, il faut plutôt... contrairement à Adrien, lui, il voit que le salut vient du collectif. Et je vais juste lire à ce passage-là, Bien sûr. c'est beau, il dit c'est quand il comprit cela qu'Armand sentit en lui monter une indignation soudaine. Donc là, il est en train de comprendre qu'en fait, il s'était fait manipuler par Adrien qui, lui, épousait la cause des maîtres. Qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce que c'était que ce rôle qu'il jouait? Cela continuait donc comme à Seriane? Il était encore du côté des maîtres. Il travaillait pour eux, contre les ouvriers. Donc là, il parle d'Adrien. Voilà. Mais lui-même, lui en tant que là, en travaillant à Wisner, lui aussi, là, il était en train de travailler contre les ouvriers, quelque part. Oui, exactement. Ouais. Contre le Watman de Villeneuve, contre le terrassier tué par ceux de Propatria. Parce que du coup, oui, je ne vous ai pas raconté, mais à un moment donné, Propatria, il y a eu un moment où il y a eu une rixe entre les petits jeunes de Propatria et un ouvrier qui a fini mort. Donc il se remémore tout ça, là, en fait, Armand, tu vois, il comprend, là, il est en train de se dire, mais attends, il y a eu le terrassier tué par ceux de Propatria. Contre Yvonne. Yvonne, c'est une jeune femme laveuse de vaisselle qu'il a rencontrée quand il a commencé à quitter sa famille. Et elle travaillait dans un collège et tout, je crois, il me semble, dans un internat. Donc il pense à Yvonne, il pense à Angélique. Angélique aussi, c'est quelqu'un qui était une domestique au village de Seriane, qui a très mal fini aussi, qui a été complètement écrabouillé, broyé par les maîtres. Contre ces hommes sans nom au visage tendu qui appelaient vers lui ou lui criaient des injures devant l'usine. Et ils étaient battus, une fois de plus, par son père à lui et à Armand, hein, par Barrel, par Wisner, et trahis par leurs frères. Donc là, les frères, c'est les ouvriers qui, eux, ne font pas grève. Honteusement de retour aux machines, trahi par lui, Armand, le fils des Rinaldi, compagnon des Napoléons, empereur des bazars au Mexique et allié de Clémenceau, le fusilleur. Donc là, il est en train de comprendre. Là, il se remémore ce qu'il a fait, ce qui s'est passé à Seriane, son vécu même à Paris, ce qu'il a vu aussi. Là, il a vu une misère aussi à Paris. Il a vu le Paris d'en bas, des quartiers sales et tout. Il a vu tout ça. Et là, il comprend qu'à un moment donné, non, en fait, il faut que j'embrasse la cause du mouvement ouvrier. Et en fait, il va hésiter. À un moment donné, il va se rendre au niveau du local des syndicats, là, du syndicat. Il va s'approcher, il va pas oser. Et à la deuxième fois, il va y aller. Et cette fois, c'est bon. Et je lis juste le dernier passage. Bien sûr, oui, bien sûr. Quand il arrive devant le truc, il dit « Voilà, camarade, je ne veux plus être un jaune. » Donc on revient encore le mot de jaune, hein, 3 fois. Hein. « Je suis venu à vous. » Les autres levèrent la tête. « Qu'est-ce que c'est que celui-là? Un jaune? Comment? Il parle, il raconte, il dit très vite ce qu'il est, qu'il avait faim, pas de lit depuis un mois, la rencontre devant les invalides, l'entraide mutuelle, l'embauchage, l'usine. Il ignorait qu'il y eut la grève. Mais pendant 3 jours, il a été faible. Et puis voilà, ce n'est pas possible. Alors me voilà. » Et alors après, les gens, au fur et à mesure, ils sont en train de comprendre qu'il y a quelqu'un qui est en train vraiment de s'engager auprès d'eux, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et là, la dernière phrase d'un des ouvriers grévistes qui dit « Camarade, dit-il, camarade, vous voyez bien qu'il ne faut jamais désespérer. » Et ça, c'est la dernière phrase du roman d'Aragon. D'accord, ok. Extraordinaire. Ouais. Donc, c'est riche parce qu'on a Carlotta, on a Armand, on a Edmond, on a Adrien. Et c'est 4 trajectoires complètement différentes dans ce roman-là. C'est pour ça que tu te rends compte que là, c'est très riche. Parce qu'il y a vraiment Armand, comme tu disais, c'est l'anti-Adrien. Edmond, c'est pas Adrien non plus, parce que lui, il cherche le succès par les femmes. Et Carlotta... Edmond, c'est un peu un Rastignac, quoi. C'est un Rastignac, et je sais pas si tu as lu Bel Ami. C'est un Bel Ami aussi. Mais c'est Rastignac, oui, c'est Rastignac. Et Carlotta, c'est extraordinaire. C'est un peu un Lucien aussi, de Rubempré, non? Oui, mais sauf que Lucien se foire. Ah oui, complètement. Ouais. Parce que on peut spoiler, je l'avais déjà dit. Ouais, hein. ouais, c'est vrai. Ouais. Il se suicide. Alors que Rastignac, lui, il se marie avec la fille de sa maîtresse. Il est bon, hein. Il est très très bon, Rastignac. Et il finit ministre. Lucien, il finit au bout d'une corde. Donc, voilà. Merci beaucoup, Laurent, pour tes apports et pour tous ces éléments sur ce remarquable roman de franchement, Louis Aragon. il est extraordinaire. Franchement, ce roman, il est vraiment à lire. Voilà, vraiment en tout cas, très, on vous très invite riche. vraiment à le lire. Et en plus, ça fait le lien avec l'actualité. Exactement. Et surtout, n'hésitez pas.
Si vous avez des questions, si vous avez des objections, des Voilà, critiques, tout à fait. n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou un mail et puis on vous répondra avec plaisir et intérêt. Voilà, et puis ça permet d'échanger sur tous ces sujets qui, comme tu dis Laurent, sont plus que jamais d'actualité. Ah bah oui, complètement. Merci Laurent, Merci à toi. à vous chers amis, prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt sur la chaîne. Au revoir. Salut.